Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Clément Estivier. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Clément, tu es counsel en droit du travail chez Faro Avocat depuis bientôt presque 5 ans. Ce cabinet compte 3 associés, 4 collaborateurs. Tu es également chargé de travaux dirigés à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et tu as un projet en parallèle, un projet ProCid dont tu vas nous parler également, qui est dédié aux dispositifs innovants en matière de QVT et de RSE. J'ai pas manqué d'éléments importants? Non, c'est parfait. C'est parfait. De toute façon, on va revenir un petit peu plus dans le détail après sur certains éléments de ton profil. Mais la première question que j'aimerais te poser et que tout le monde connaît parce qu'à chaque fois je la pose, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir avocat ? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Moi, avocat, ça a été une vocation assez tardive. Enfin, c'est ce que je pensais. Je me suis rendu en réalité compte assez tard que c'était une profession que j'avais choisie depuis longtemps. Ah oui. J'ai choisi le droit du travail un petit peu par hasard, sans le connaître véritablement, en rentrant à l'université, en réussissant un concours de langue pour entrer dans un double diplôme droit français, droit espagnol, que j'ai mené à son terme. Et quand j'ai passé le CRFPA, je l'ai passé un petit peu sur un coup de tête en me disant c'est la suite en réalité des études que j'ai faites, et donc j'ai envie de tenter l'expérience, et j'avais un besoin de légitimité et de me prouver, de me confronter aussi à ma technique en droit du travail, qui était la spécialité que j'avais choisie. Et donc je l'ai passé, je l'ai finalement réussi assez rapidement. Donc les choses se sont enchaînées et se sont succédées assez rapidement. Et a posteriori, une fois l'école d'avocat terminée, une fois les premières années ou les premiers mois d'exercice en cabinet, je me suis retourné et j'ai vu qu'en réalité, les pierres avaient été posées au fur et à mesure, tout au long du chemin, et que ce n'était pas forcément un hasard. Et que je m'étais en réalité orienté vers cette profession pour de multiples raisons, qu'on pourra développer, mais en réalité, j'aime de plus en plus cette profession. Je me rends compte qu'elle m'a choisi autant que je l'ai choisi. Et je m'en suis pas forcément rendu compte en passant le CRFPA. En réalité, j'ai choisi cette profession parce que déjà je voulais une profession qui s'inscrive dans l'air du temps, qui accompagne les changements sociétaux, avec une spécialité aussi qui soit pleinement dans l'air du temps, à savoir les droits du travail. Je voulais une profession qui soit aussi assez innovante dans sa manière de fonctionner. Alors, ça va vous surprendre peut-être un petit peu, parce que c'est une profession qui date quand même depuis très longtemps. Mais je suis persuadé, et on pourra une fois de plus y revenir, sur qu'il y a beaucoup de choses à faire concernant la profession d'avocat et sur l'organisation et la gestion notamment de son temps de travail, de son activité, et sur la multiplication des matières, des activités en lien en tout cas avec le droit. Parce que à mon sens, le droit n'est pas véritablement une finalité, c'est plutôt un moyen. D'accord. Et en réalité, donc, la profession d'avocat, je l'inscrivais véritablement comme une profession de soutien, d'accompagnant, et de se placer donc au même niveau que d'autres personnes, en l'occurrence nos clients. Et donc je voulais aider des personnes dans leur carrière, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, et les aider à comprendre des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas, ou à les aider et ça passe notamment par la vulgarisation, à comprendre un monde, en l'occurrence le monde juridique et le monde du droit du travail, qui est un monde complexe. Ça fait écho au fait aussi que tu sois chargé de travaux dirigés, ce côté pédagogue et cette volonté peut-être de transmettre à d'autres personnes. Exactement. Si je ne me trompe pas. Mais pourquoi français-espagnol ? C'est le pur hasard ou c'est un marché qui t'intéressait ? Non, ça vient d'un attrait pour la langue. D'accord. Et pour la culture que j'ai découvert dans mes années étudiantes, collège, lycée. Et donc je suis allé voir ma professeure d'espagnol au lycée, et je me souviens lui avoir dit j'ai ce concours que j'ai envie de passer à l'université de Nanterre, Paris 10. J'ai envie de rentrer dans ce double diplôme droit français, droit espagnol. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Et elle, connaissant ce concours et cette épreuve, elle m'a dit oui, mais il va falloir travailler.
Parce que c'est un concours qui est principalement réservé à des personnes qui sont presque bilingues, ou en tout cas qui ont un très bon niveau en espagnol. Et donc, j'ai travaillé, notamment, c'est un concours qui est axé principalement sur l'orthographe, la grammaire, et en le travaillant bien, même en étant français, francophone, avec aucune origine espagnole, il est possible de le réussir. Et je me suis retrouvé donc propulsé dans ce monde espagnol, avec une promotion qui était remplie à 70-80% de personnes soit latino-américaines, soit d'origine espagnole, soit même espagnole. Et ça a confirmé quelque chose que je pressentais, à savoir l'attrait pour la culture et la langue espagnole, que j'avais un petit peu vu, parce que dans les transports en commun, je m'approchais par exemple de groupes de personnes qui parlaient espagnol, ou j'avais un attrait particulier pour la culture espagnole, les films, la musique. Et donc j'ai voulu creuser véritablement ça, sans forcément être convaincu que ça me mène quelque part. Et finalement, je me suis rendu compte que ça m'a mené donc à ce double diplôme. Ça m'a mené à pouvoir étudier 1 an en Espagne. Sympa. Ça m'a mené aussi ensuite à la recherche de cabinets franco-espagnols sur la place parisienne. Et ils ne sont pas forcément nombreux. C'est ce que j'allais dire, il ne doit pas y en avoir pléthore. Mais ça fait un élément distinctif. Ça fait que j'ai trouvé l'associé avec lequel je travaille encore aujourd'hui, à l'époque, il y a 9 ans, en stage, à travers une candidature spontanée. Et ça n'a fait en réalité que confirmer que je voulais et je veux toujours travailler avec notamment des entreprises espagnoles qui s'installent en France et les accompagner et vulgariser le droit du travail français pour des entreprises espagnoles qui ont 1, 5, 10 salariés en France et qui, vous l'imaginez bien, sont un petit peu perdus en droit du travail français. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que ça fait un avantage concurrentiel assez évident en fait d'avoir cette double spécialité-là. Puis je suppose que du coup tu es aussi pleinement bilingue maintenant après avoir passé ce concours, donc c'est top. Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ton parcours académique? Tu l'as un petit peu évoqué dans ta présentation suite à ma première question, mais est-ce que tu peux revenir sur ton parcours académique, puisque aujourd'hui chez Faro Avocat, mais comment ça s'est passé pour passer counsel chez eux et qu'est-ce que tu as fait avant? Bien sûr. Alors, j'ai donc passé une année en Espagne, ma 3e année, qui ne m'a pas du tout aidé dans mes choix d'orientation. Une fois rentré en France, je ne savais pas véritablement quelle spécialité choisir, donc je me suis orienté vers le master générique, à savoir le droit des affaires, en choisissant, c'était la possibilité à l'époque, au sein de l'université Paris X, de prendre des matières qui étaient très larges. Il y avait un éventail de possibilités très très large, et donc j'ai pris en l'occurrence du droit de la propriété intellectuelle, droit de l'environnement, aussi évidemment droit des marchés financiers, droit des sociétés, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le droit du travail, avec un professeur, et je pense que ça se passe assez souvent comme ça, un véritable coup de cœur pour la matière et pour un enseignement. Le professeur Borun Freud, qui enseignait à l'époque à l'université de Nanterre, et je suis donc tombé véritablement dans le droit du travail, je pense pour plusieurs raisons, parce que c'est une matière qui m'attirait pour les enjeux sociétaux, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais aussi, ça concerne près de 90% des actifs en France qui sont salariés, donc j'avais vraiment l'impression de pouvoir servir à quelque chose. Et je trouvais cette matière intéressante, parce que je perçois vraiment comme une matière, c'est presque une forme de pâte à modeler, mais une matière intéressante qui est à la croisée de plein de disciplines qui m'intéressaient aussi. On est au croisement de la sociologie, on est au croisement de la philosophie, on est au croisement en l'occurrence, même l'anthropologie, de savoir qu'est-ce qui se cache derrière le concept de travail, réfléchir sur justement quelle est la place du travail aujourd'hui dans nos vies, dans la société, pourquoi on réfléchissait à régir la durée du travail d'une certaine manière il y a quelques années, est-ce que c'est encore concevable aujourd'hui? C'est aussi au croisement de la politique, parce que ça concerne tout le monde, et lorsqu'on parle de loi travail ou d'ordonnance Macron, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes dans les rues. Donc tout ça a fait que je me suis rendu compte que c'était vraiment... Il y a aussi des considérations psychologiques, même médicales. Enfin, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, je me suis dit que j'allais pas m'ennuyer véritablement dans cette discipline-là. Donc, je me suis orienté vers un master, spécialité droit du travail,
en recommençant un Master 1, parce que j'estimais que c'était véritablement cette période-là qui allait constituer mon socle de connaissances. Et ensuite, un Master 2 que j'ai pas voulu refaire exclusivement dans le droit du travail. J'ai voulu m'ouvrir, parce que je pense que je suis véritablement attaché à la pluridisciplinarité. Donc, ouvrir notamment à toutes les matières en matière de ressources humaines. Et donc c'est un Master 2 que propose l'Université Paris 1, moitié ressources humaines, moitié droit du travail. Et je trouvais ça extrêmement complémentaire de comprendre à la fois comment ça se passe en entreprise sur la politique de rémunération, la théorie des organisations, la formation, le recrutement pour la partie RH, mais aussi toutes les problématiques en droit du travail. J'ai ensuite donc passé le CRFPA que j'ai réussi entre le Master 1 et le Master 2. Et ensuite, je me suis donc engouffré dans cette voie dans laquelle je m'épanouis énormément, qui est le droit du travail, qui est une fois de plus une matière extrêmement stimulante intellectuellement, avec beaucoup de répercussions, beaucoup d'enjeux, et très accessible, notamment lorsqu'on le vulgarise auprès de chacun. Donc, je comprends. Et ça a toujours été clair pour toi que tu voulais devenir associé, parce que maintenant tu es cancel, mais généralement quand on devient cancel, la suite logique c'est de passer associé si on réussit son partner track. Comment est-ce que tu envisages ta carrière, ou du moins comment est-ce que tu l'envisageais aussi peut-être quand tu as rejoint Faro Avocat? Ça n'a jamais été une évidence, c'est-à-dire que même lorsque j'ai intégré le cabinet, je me suis rendu compte que j'avais à plusieurs reprises, par exemple, je me suis posé la question de savoir si la profession était faite pour moi. Il y a eu beaucoup de moments de questionnement, de doutes, notamment sur la légitimité que j'avais en tant qu'avocat. C'est la grande question que tout le monde se pose. Exactement. Et donc j'y ai travaillé pendant plusieurs années. Je suis arrivé à un âge un petit peu plus de raison et un petit peu plus calme qu'il y a certaines années, mais j'avais en tête, et notamment la représentation que je me faisais de la profession était tellement haute, tellement inaccessible, que je me mettais une pression qui était excessive. Et qui faisait que j'avais l'impression de ne pas forcément pouvoir y arriver. Et je suis convaincu que si jamais je ne suis pas bon dans quelque chose, il faut que j'en change. Oui. Sauf que la profession, je trouve qu'il faut du temps pour véritablement y accéder, et accéder à une forme de légitimité. En tout cas, ça a été mon cas. Donc, pour déjà acquérir une légitimité en tant que collaborateur, ça a pris quelques années. Pour maintenant me projeter en tant qu'associé, c'est pas encore véritablement le cas. J'y pense de temps en temps, évidemment, mais pour moi, j'attends véritablement d'être bien installé en tant que collaborateur pour pouvoir me projeter en tant qu'associé. On m'avait dit à l'époque qu'un avocat, il avait 3 casquettes. C'est un bon technicien, c'est un bon plaideur et c'est un bon commercial. C'est un joli triptyque, effectivement, je confirme. Les premières années, j'ai véritablement travaillé à devenir un bon technicien. Les années suivantes, un bon plaideur. Et là, justement, je suis en train de travailler pour essayer d'être un bon commercial. Ah mais ça va m'intéresser encore plus que le reste, parce qu'effectivement, là, on a parlé de toute la partie technique, un petit peu de ta carrière. Mais quand même, j'aimerais revenir sur... de ce que j'entends, quand on est promu cancel, c'est généralement avec certains objectifs à réaliser, à atteindre pour passer associé. Comment ça s'est passé, toi, dans ton cabinet, si tu me dis que aujourd'hui, tu ne sais pas encore forcément, et ce qui peut arriver, hein, si tu as envie de devenir associé, mais est-ce que tu as des conditions de réussite de ton partner track qui sont assez claires? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis le premier cancel du cabinet. Donc, c'est un statut qui a été... C'est un statut qui a été créé ou ouvert, en tout cas pour moi, notamment aussi parce que je suis le plus vieux collaborateur du cabinet. Mais donc on est en train de définir un petit peu ces conditions-là et les contours de cette pré-association. Quand je dis que j'ai pas envie de devenir associé, si j'ai envie de devenir associé, mais je ne sais pas quel associé j'ai envie de devenir. Tu veux dire, qu'est-ce que tu entends par quel associé? C'est-à-dire, il y a plusieurs types d'associations, et notamment, je trouve, même au sein du cabinet dans lequel je suis, il y a différents types d'associés.
Il y a des associés qui sont, pour le coup, très tournés vers l'extérieur et qui développent très bien la clientèle, notamment en prospectant très bien et en ramenant de nouveaux clients. Il y a des associés qui peuvent être les mêmes, mais qui ont aussi beaucoup de facilité à faire du développement interne. Donc ça veut dire à développer un chiffre d'affaires ou même à travers le bouche à oreille, ayant de nouveaux clients, mais sont souvent des anciens clients qui partent dans d'autres entreprises. Et on a des associés qui sont un petit peu plus tournés aussi sur l'organisation, la gestion du cabinet, qui apportent une véritable valeur, qui fidélisent cette clientèle-là. Et donc, je n'ai pas encore en tête véritablement la forme d'association, ou l'associé que je souhaiterais être, notamment parce que j'aimerais pouvoir avoir, je pense, un portefeuille de clients suffisant avant de devenir associé. Je comprends. Non, ça fait sens. Et par rapport justement à cette casquette commerciale, développement, comment tu fais aujourd'hui justement? Est-ce que tu développes? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a paru évident assez tôt, donc avant de devenir Consel et quand tu étais collaborateur? Et qu'est-ce que tu fais? Ça fait beaucoup de questions en une, mais je suppose que tu as compris l'idée de tout ça. C'est toujours un aspect de la profession qui m'a intéressé, que j'ai gardé dans un coin de ma tête. Initialement, le cabinet, avant même de devenir un Faro avocat, au tout début, quand je l'ai intégré en tant que stagiaire, il y avait un associé, un collaborateur et j'étais un stagiaire. Ah oui. Donc il y a petit comité. Exactement. Donc il y a eu un développement. Maintenant, la véritable difficulté à laquelle je suis confronté, et j'ai été confronté notamment l'année dernière, c'est de devoir assurer la production et de devoir répondre aux sollicitations des clients, ce qui prend un temps qui n'est pas compressible. Donc, ce temps-là ne peut pas être dégagé pour prospecter, ne peut pas être dégagé pour parler du cabinet, ne serait-ce que même la communication. Donc, c'est vrai qu'il a fallu d'abord avoir une réflexion sur l'organisation du cabinet pour notamment soit procéder à l'embauche d'un nouveau collaborateur, pour pouvoir retirer aussi certaines tâches, certaines missions qui étaient un peu chronophages, et pour pouvoir dédier un temps suffisant à la prospection et au développement. Aujourd'hui, je pense que ça passe à travers deux aspects, cette projection et cette réflexion, en tout cas commerciale que j'ai. C'est la première déjà, on évolue dans un milieu qui est quand même assez particulier aussi, qui est le milieu franco-espagnol. Donc c'est se faire une place dans ce milieu-là, notamment en participant à des événements, en se faisant connaître, ce qui est quand même assez rapide, parce qu'on n'est pas beaucoup en droit du travail franco-espagnol sur la place parisienne. Et je me doute. Donc ça, c'est une première chose, de rencontrer un maximum de personnes, faire des allers-retours et notamment nouer des partenariats avec des cabinets espagnols et se déplacer régulièrement en Espagne. J'ai passé 1 an l'année dernière à Madrid pour travailler en échange avec un cabinet espagnol et pour voir un petit peu comment ils travaillaient et me rapprocher aussi un petit peu, essayer de nouer des partenariats, des synergies, etc. Ça doit être challengeant, quoi. Oui. D'être tout seul là-bas dans une ville comme ça et d'essayer de développer. C'était à la fois, parce que donc, je continuais aussi à travailler pour le cabinet en France en télétravail, mais c'était à la fois difficile et très excitant. Difficile en matière d'organisation parce que ça demandait de s'organiser soi-même et d'avoir beaucoup de rigueur en termes de répartition du temps de travail. Et en même temps très excitant parce que tout est à faire. C'est-à-dire que pour le coup, le nombre de personnes à rencontrer là-bas était énorme. Et j'ai été confronté justement à cette difficulté que j'évoquais tout à l'heure de avoir beaucoup de temps passé à la production, peut-être un petit peu trop, et pas suffisamment à aller rencontrer des gens, discuter, parler du cabinet, etc. Et donc, une fois revenu en France, on a véritablement travaillé à y remédier. Et donc, on a déjà embauché un nouveau collaborateur au mois de janvier, une nouvelle collaboratrice. Et donc, il y a ce premier aspect du développement. Et le deuxième aspect du développement, parce qu'on n'a pas uniquement des clients espagnols, on a aussi plus de 50% de nos clients qui sont des entreprises françaises ou étrangères, mais implantées en France.
Je pense qu'elle passe par une proposition intéressante et une distinction. Et notamment à travers le projet que je suis en train de développer actuellement. Dont on va parler juste après. Exactement. Quand je dis distinction, c'est que les gens puissent en tout cas m'identifier comme répondant à un besoin très précis ou comme étant une référence dans un domaine. Je ne me vois pas l'avocat qui fait du porte-à-porte ou force un